Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Heureux de vous retrouver, bonne année, bonne santé à vous. Alors 2019 sera-t-elle l'année de la révolution fiscale? Ce qui est sûr, c'est que l'impôt sur le revenu va désormais être prélevé directement sur nos feuilles de salaire. Quant à la taxe d'habitation qui était vouée à disparaître, elle pourrait encore peut-être conserver les 20% de ménages les plus aisés. Et puis, les plus aisés, justement, vont-ils voir le retour de l'impôt sur la fortune? On en discute avec nos invités. Jean-Luc Laglaise, bonjour. Bonjour et bonne année à tous les téléspectateurs de Dimanche en Politique. Vous êtes député de Haute-Garonne, élu MoDem, majorité présidentielle. Face à vous, un agent des finances publiques, Christian Terrancle, bonjour. Bonjour, syndicaliste des finances publiques. Vous êtes exactement. représentant du syndicat solidaire finances publiques. Enfin, un représentant des patrons qui vont donc désormais être des collecteurs d'impôts sur le revenu. Gérard Ramon, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le président régional de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Occitanie. Alors, du patronat réel. Et du patronat réel. Et du patronat réel, nous dit-il. Ouvrez les guillemets. Alors avant de vous entendre, messieurs, vous le savez, c'est la tradition ici. On écoute les citoyens, contribuables ou pas d'ailleurs. Que pensent-ils de ce prélèvement à la source? On les écoute. Est-ce que le prélèvement à la source, ça vous inquiète? Non, en tout cas pour moi, ça m'arrange. C'est une très bonne idée. Comme ça, ça nous évite de sortir toute la somme intégrale d'un coup, quoi. C'est une privation de liberté pour moi. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans la mesure où j'avais le choix de payer mes impôts quand je le voulais, c'est-à-dire trimestriellement, par exemple, sans être obligé de passer par le prélèvement à la source et surtout le paiement mensuel. Donc voilà, donc j'avais la liberté de choisir. Et là, j'ai plus cette liberté. Je suis prélevé de manière mensuelle, donc au final, ça ne changera pas au final. Pour vous, ça va bien se passer? Non, j'ai pas du tout confiance parce que moi, j'ai eu déjà des erreurs sur mes impôts quand le prélèvement à la source n'était pas installé, donc on verra, à vérifier. L'impact sur le pouvoir d'achat, est-ce que ça va modifier vos habitudes de consommation? Ouais, j'ai pas réfléchi à la question. On verra à la fin du mois. Oui, ça on verra à la fin du mois, comme elle dit. Jean-Luc Laglaise, pourquoi fallait-il à tout prix passer au prélèvement à la source? Parce qu'il fallait qu'on arrête de payer l'impôt sur des revenus qu'on avait perçus l'année d'avant. Les situations bougent. Vous avez énormément de personnes qui ont des emplois qui évoluent, qui perdent éventuellement leur emploi, qui passent à la retraite, des familles qui évoluent, des gens qui se marient, qui divorcent, qui ont des enfants. Enfin, quoi qu'il en soit, la situation évolue en permanence. Vous avez plus de 45% des Français qui, d'une année sur l'autre, changent de situation et ils peuvent se retrouver dans des situations financières dans lesquelles ils ne peuvent plus payer. On entend l'argument comptable, mais ça n'a pas été aussi évident que ça, puisqu'Emmanuel Macron a hésité. C'est la seule. Il a dit oui, peut-être. Il n'a pas hésité sur ça. Il a hésité sur quoi alors? La seule et unique raison de mettre en place un prélèvement à la source, c'est pour que l'impôt que l'on paye aujourd'hui soit un impôt sur les revenus d'aujourd'hui. Il y a eu des hésitations. L'hésitation était sur la technique. Est-ce que les logiciels qui allaient faire ça étaient fiables ou pas? C'était la seule hésitation. Sinon, la France est quand même le dernier pays du monde civilisé, dans lequel le prélèvement à la source n'existe pas. Oui, l'Allemagne le pratique depuis les années 20. On était parmi les derniers avec la Suisse à pas y être passé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de travail pour vous, patron, et moins de travail pour vous dans les finances publiques? Alors, moins de travail, ça c'est une erreur totale. Surtout déjà. en ce moment. Voilà, parce que M. Darmanin fixe à 40 000 agents sur 100 000 le nombre qui gère ça, alors qu'avant, avec la mensualisation, il n'y en avait même pas 0,5. Pour vous, c'est la vraie raison du prélèvement à la source, supprimer des postes? Si c'est celle-là, c'est une stupidité sans nom. Si c'est de la même manière, monsieur le député, je suis désolé, il faut que vous alliez plus loin. Parce que si la seule raison de mettre le prélèvement à la source, c'est uniquement de changer de mode de recouvrement, c'est une stupidité sans nom. À la fois par le coût que ça a, à la fois parce qu'il y avait d'autres solutions beaucoup plus simples. Par exemple? Par exemple, de continuer la mensualisation. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est recouvré à 98% et qu'il y a 75% des imposables qui sont... 75% des imposables sont mensualisés. Donc, si ça n'est que... C'est de changer de philosophie. Non, si ça n'est que pour le recouvrement, c'est une stupidité. Allez plus loin. Est-ce que c'est la porte ouverte à une réforme? C'est ça qui est important à dire aux Français. On va y venir. Qu'est-ce qui peut
peut y avoir derrière. La parole au chef d'entreprise avec vous, Gérard Ramon. Pour vous, c'est sûr que ça Non, vous mais pour tombe nous, c'est une absurdité. Je vous dis pourquoi pas le prélèvement à la source. C'est la manière dont c'est fait. C'est complètement abscon leur système. Il suffisait tout simplement, ils ont simplifié, ils ont complexifié quelque chose de simple. Il suffisait de prendre la mensualisation et l'affaire était gagnée. Et nous, on n'était pas dans le jeu. Nous ne sommes pas des percepteurs, c'est-à-dire des supplétifs bénévoles de l'État. On n'est pas là pour prélever l'impôt quand même. On fait, avoir à penser ça, c'est hallucinant. C'est venir foutre le pataquès dans nos entreprises alors qu'on avait la paix. Ensuite, il n'y a pas que ça. C'est que ça, aujourd'hui, les conséquences, cette gouvernance-là ne se rend pas compte quand elle fait quelque chose des effets induits de ce qui se passe. Il balance une loi, c'est comme ça, vous allez vous démerder. Non, mais c'est important ce que je vous dis là. C'est important. Jean-Luc Laglaise, on pouvait faire plus simple ou pas, comme vient de le dire Gérard Ramon? Absolument pas. La mensualisation pour tous ne change rien. Vous auriez payé aujourd'hui de manière mensualisée les impôts de l'année passée. C'est pas ça. La philosophie de la réforme, c'est payons aujourd'hui les impôts sur ce que l'on touche aujourd'hui. Et si le mois prochain, je n'ai plus d'emploi, je ne paye pas d'impôts. Tout simplement. Alors, on l'a vu, il y a pas mal de monde, on l'a vu. Il suffisait de faire une mensualisation sous forme d'acompte de la même qui aurait de la même manière tenu compte avec une régularisation. Donc vous avez fait quelque chose de très compliqué. Est-ce que le contribuable, lui actuellement, qui on l'a vu, fait la queue dans les centres des impôts, est-ce qu'il y comprend quelque chose, Christian Théron? La plupart ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui comprennent. Juste un exemple, monsieur le député, il y avait 200 personnes au Mirail le 2 janvier, au lendemain du réveillon, le matin. 200 personnes. Dans le centre des impôts du Mirail. Voilà. D'habitude, il y en a 4-5 à ce jour-là. Il y a eu 0,1% des contribuables mais qui sont début janvier c'est une plaisanterie, monsieur. est allé en France se renseigner. C'est une plaisanterie. Allez dans un centre des finances publiques et vous verrez le niveau d'accueil qu'il y a. Mais c'était quoi, de l'inquiétude ou juste de la curiosité? On veut savoir ce qui va se passer. Il y a un besoin. On va rarement au centre des impôts par curiosité. Voilà, c'est ça. C'est pour s'informer. Personnellement, pour s'informer, savoir comment ça se passe. C'est rare. On peut y aller aussi pour une autre raison, qui est qu'on a appris qu'on a un taux qui est calculé par rapport à un certain nombre de revenus, un taux de prélèvement vérifier son taux de prélèvement. Et on se dit, tiens, en fait, le taux, il va pas être bon, il va être trop haut ou trop bas, et donc je vais aller aux finances publiques pour être sûr que c'est mon bon taux, voilà, pour se rassurer. Ça en fait partie, il compte aussi partie d'un certain nombre de sujets qui non seulement sont pas compréhensibles pour les contribuables, mais qui en plus sont source d'erreurs multiples et variées, et y compris d'incapacité des agents à pouvoir y répondre dans l'instant. Oui, c'est ça. Est-ce que vous-même, vous êtes briefé au courant, vous pouvez répondre à ces questions? Il y a eu des formations et tout, mais nous sommes face à certaines situations dans lesquelles on a un ordinateur devant qui n'admet pas un certain nombre de situations. Je vous prends un exemple très, très court. C'est si quelqu'un vient à notre accueil, qu'il a fait 1 heure de queue, s'il n'a pas son relevé d'identité bancaire et qu'il s'est marié, on ne peut pas le passer dans l'ordinateur. On va la sonner déjà pour les gens qui nous regardent. Retenez bien ça, remettez-vous là en replay. Gérard Ramon, les patrons, ils sont prêts ou ils sont encore... Oui, ça c'est facile pour être prêt. Il suffit de craquer son logiciel, de passer à la caisse et on commence à gérer. À la caisse, c'est-à-dire vous payez vos experts comptables. On fait l'argent de l'État, c'est notre personnel, mais on ne donne pas... Pour nous, ça vous a coûté cher. On est 400 millions d'euros pour les entreprises. Nous, ça nous coûte... Moi, je vais parler au moyen pour entreprise, un logiciel, le fait de reparamétrer, le logiciel, vous comptez environ 4 000 euros. Parce qu'après, il y a au moins minimum une journée de formation entre guillemets, parce que votre comptable, nous on parle des sociétés de moins de 20 salariés, on n'est pas les sociétés avec des RAC, des acteurs financiers. Alors soit elles ont un comptable, soit elles ont un expert comptable à l'extérieur qui paye aussi. Oui, mais c'est pas suffisant, parce que quand vous avez du personnel, ce qui était le cas, j'ai un exemple là, concret, par écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quelqu'un, les filles sont plus ou moins formées, elles ne sont pas formées du tout, il faut le reconnaître, d'accord? Vous avez le personnel qui veut dire, tu m'as retenu ça. Parce que le vrai problème que j'ai rencontré, moi, et les cas que j'ai là, c'est le salaire décalé. Le paiement du salaire décalé. C'est-à-dire que le salaire décalé, on va le retenir l'argent de 2018, alors que les gens ont compris que c'était qu'en 2019. Oui. Donc, j'ai le personnel qui, lorsque ma comptable a dit c'est comment ça se passe, parce que quand c'est un salaire décalé, c'est de 30 novembre, ça commence au 30 novembre, c'est au 1er décembre, au 30 novembre de l'année suivante. Et on lui retire l'argent sur la paye de décembre. L'autre légal, il y est c'est en 2019. Oui. Donc, le salarié... Déjà, première incompréhension. C'est la première chose. Le salarié, il n'est pas content. Il téléphone. Ça n'a pas changé, ça. Il téléphone au centre des impôts du service. Ça fait 250 ans que vous payez les impôts l'année où vous les percevez. Donc, si vous percevez en janvier 2019 des salaires décalés
au titre de 2018, vous les percevez en 2019. Donc vous devez payer l'impôt en Mais 2019. vous êtes en Alors train ça- vous ne répondez pas à ma question, ni à la question de mon salarié. Mais en Lui, tout cas- il le paye par tiers. Là, on lui prend tout d'un coup, là, une seule fois. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'il récupère son pognon 12 mois après, mois de novembre, dans la fin de l'année. on lui récupère Mais pas est-ce une que je seule peux fois, on le finir récupère en Allez-y, 12 allez-y. fois. Je peux finir. Terminé. Donc il reçoit une réponse du centre des impôts du service de Nancy qui lui dit mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et mieux, il rajoute, c'est donc à tort, c'est ça qui est terrible, c'est donc à tort que votre employeur effectue ce prélèvement qu'il devra réaliser le mois prochain. Putain, mais le salarié commence à dire, attends, mais le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il me raconte n'importe quoi. Ma comptable, qui dit, attends, on prend pour une bille, elle fait un mail, parce que c'est par écrit tout ça, elle fait un mail et elle dit, voilà, monsieur, là, alors celle-là, elle écrit aux impôts de Toulouse, la réponse des impôts de Toulouse, et elle dit, mais pas du tout. Elle répond, le prélèvement à la source d'entrée en vigueur 1er janvier, et par conséquent, elle lui raconte ça. Et lui, vous avez parfaitement raison, madame. Donc ça Et veut dire que ça va créer des tensions dans l'entreprise. Non, mais oui, non seulement. Alors, il y a Toulouse qui désavoue Paris. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pas Paris, Rapidement Nancy. pour conclure. Hein. Oui, je conclue. Allez-y. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, c'est quand on téléphone. Vous avez une personne, mais la fois d'après, elle ne vous donne pas son nom, elle ne va pas avoir la même. Donc vous tombez sur quelqu'un d'autre. Qui Et saura j'ai pas ce l'impression dossier. qu'ils ont embauché beaucoup de monde pour répondre à toutes ces questions qu'ils s'attendaient, et le personnel n'est pas compétent, c'est tout. C'est pas le personnel qui est en cause, c'est la manière dont on a mis en place le système. Ben, juste un chiffre, monsieur le député. Vous savez combien dans les centres prélèvement-service, les centres de contact, le taux d'appel qui est pris réellement par les agents aujourd'hui, 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% des contribuables qui téléphonent dans nos centres de contact qui ne peuvent pas avoir de réponse tellement il y a de coups de téléphone. Et ces gens-là, ils déboulent dans les centres des finances publiques. Il ne s'est pas passé à 90% ce matin. 90%. La semaine dernière et la semaine d'avant, c'était le cas. C'était ça, la crainte du mois de juin. Non aboutis, monsieur. Jean-Luc Allez, Laglaise. j'y suis Vous- tous les vous- jours. Excusez-moi. Vous recevez j'allais dire, ces doutes, ces inquiétudes aussi à la fois des patrons et puis aussi des agents des finances publiques. Je l'entends, mais il ne faut pas généraliser. Si sur un centre, ils n'arrivent pas à récupérer plus de 10%. C'est pas un centre, c'est sûr. C'est 90% non, sur c'est la pas France possible. d'appels inaboutis. Non, non. Alors, C'est justement, on va voir. On n'a pas les mêmes chiffres. Justement, on va voir comment ça se met en place concrètement, ce prélèvement à la source. Quelles questions se posent donc les chefs d'entreprise, comment ils le mettent en place dans leur société. Et puis, quelles questions se posent aussi les contribuables. C'est un dossier signé Christophe Nédart et Thierry Villéger. Bonjour Dao, ça va? Oui, ça va, et vous? Ça va, rentre. Lorraine Noguès est à la tête d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel. Elle emploie 17 salariés, essentiellement à temps Et partiel. je vais te donner des postes. Cela fait un an que cette PME se prépare au prélèvement à la source. Pour y faire face, elle a fait appel à son expert comptable. Pourquoi l'avoir externalisé? Pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs, pour que les salariés aient plus confiance et parce que de toute façon, c'est les personnes les plus habilitées à mettre en place ce type de procédure. Ça va être refacturé? Oui, parce que c'est du travail supplémentaire pour l'expert comptable et son équipe. Donc on s'attend à avoir une hausse de ce côté-là. Des experts comptables submergés de travail depuis la mise en place de la réforme. Christophe Sens dirige un cabinet qui s'occupe de près de 400 PME. Cet adhérent du parti La République En Marche a dû former ses collaborateurs et acquérir un nouveau logiciel. Le prélèvement à la source représente une charge de travail supplémentaire, elle aussi refacturée aux clients. En définitive, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié l'impôt pour le contribuable, pour le transférer à un autre collecteur qui est l'entreprise. Et l'entreprise nous confiant à nous la mission sociale, donc indéniablement, c'est plus de travail, avec en plus derrière, nous devons aussi assurer une sécurité, mais il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans la production de la paye. En Midi-Pyrénées, 43 000 entreprises et 453 000 salariés sont concernés par le prélèvement à la source. Mais il y a aussi les autres contribuables. Dans ce centre des impôts, les effectifs ont été renforcés et des mesures d'accompagnement mises en place pour faire face aux difficultés. Chaque personne ici, selon la question qu'elle pose, est reçue par un agent des impôts spécialement formé. Et c'est aussi l'occasion parfois de poser des questions complémentaires sur les réductions, les crédits d'impôt. Voilà. Et donc on fait un point complet sur les nouvelles situations posées. Il est trop tôt pour faire un bilan sur la mise en place du prélèvement à la source, mais pour l'instant, on semble bien loin du Big Bang fiscal annoncé.
Alors, à l'heure où les gilets jaunes et beaucoup de Français souhaiteraient voir leur feuille de salaire gonfler, est-ce que vous craignez pas un effet psychologique avec ce prélèvement à la source de voir justement des salaires amoindris à la fin du mois de janvier? C'est une question qu'on peut se poser, bien évidemment. Par contre, on a le recul de comment ça s'est passé dans les autres pays. Et les autres pays avaient effectivement également la même inquiétude, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de changement dans le mode de compensation. Qui est un système fiscal plus simple, tous les ans, il y a pas mal d'erreurs et de rectificatifs. C'est un peu la loi du genre, c'est un problème quasi arithmétique et mathématique. Oui, est-ce que vous craignez ces périodes d'ajustement où on aura mal calculé, il faudra rembourser? Vous le redoutez un petit peu qu'il y ait du tangage, un peu de Il y aura flottement? obligatoirement des erreurs. Dans tout système, il y a des erreurs, qu'ils soient manuelles, informatiques, qu'ils soient en prélèvement à la source, en prélèvement différé. Il y a toujours à la marge des erreurs. Ces erreurs, il faut les apprécier, il faut les corriger. Et dans la mesure où on met en place un nouveau système, ces nouvelles erreurs ne seront pas sanctionnées, bien évidemment. Alors le problème là-dessus, monsieur le député, c'est le problème de la responsabilité du chef d'entreprise et de la société. Oui. Et oui, parce que là, ça n'existait pas, là. Nous, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans là? On devient des entreprises administratives et qui s'occupent des affaires de l'État. Vous n'aurez pas plus de responsabilité que dans la collecte de la TVA et dans la collecte des charges sociales, monsieur le chef d'entreprise. Ah oui, mais attendez, le problème c'est de savoir... Attendez, c'est simple. Attendez. C'est là, voyez-vous, c'est là où vient la raison pour laquelle on n'arrive pas à se comprendre. D'abord parce que vous n'acceptez pas de nous écouter, essayez de nous comprendre. Un chef d'entreprise des PME, PMI, il faut que vous sachiez, parce que c'est ça, la vraie vie, elle est là. Tous les mois, il se bagarre pour que le 25, au moins, ou le 30, il puisse payer ses salariés. Tous les mois. C'est-à-dire que lui, tous les mois, lui, il doit gagner sa vie. Ça veut dire quoi? Aller chercher des commandes, aller facturer, faire rentrer le fric. Et bien souvent, il n'y arrive pas. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il paye le salaire de ses ouvriers, puisque ça, on le sait. Qu'est-ce qu'il fait? La TVA, il rogne dessus, puisqu'on sait très bien qu'il faut aller devant des commissions de conciliation. Des fois, le précompte, il le paye, mais il ne paye pas les trucs. D'accord? Et là, on va rajouter 10 ou 15% de moins sur les salaires, qu'il ne va pas payer. Non, mais attendez, que je ne dis pas qu'il ne doit pas le payer, que je dis qu'il ne va pas le payer. Et là, bien sûr, c'est PME, mais oui, mais c'est la vérité. Donc il va payer ses salariés, il ne va pas payer. Qu'est-ce qu'on va faire? On les foutre en faillite tout ça? Alors, attendez, mais c'est pas fini. Non, mais il comprend, parce qu'on parle de la même chose tous les deux. Si je peux le dire, je vais prendre un chiffre simple. Impôt sur le revenu, il était recouvré jusqu'à maintenant à 98%. C'est ça. La TVA est recouvrée aux alentours de 70%. C'est exactement ce que vient de dire Gérard Ramon. Ce gap, il est là. Il est dans cette perte-là qu'on va de toute façon avoir. Donc l'État a fait la croix sur des volumes financiers qui sont extrêmement importants. La TVA est un impôt indirect qui est le plus fraudé, et il est fraudé pas par les usagers, il est fraudé par les entreprises, par certaines entreprises. De la même chose, non, monsieur le député. L'entreprise n'a aucunement l'intention de frauder sur l'impôt de ses salariés. Je n'accuse pas les entreprises de frauder. On dit simplement que comme le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu sera le même. C'est un peu mon métier quand même. Je suis désolé, mais... C'est un peu mon métier parce que je ne suis député que depuis 18 mois. Et avant, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Vous étiez, pardon, conseiller? Conseiller en gestion de patrimoine. En gestion de patrimoine. Oui, mais c'est pas... Ah oui, la question de patrimoine, c'est pas la question du PME, notamment, du salarié. Les clients étaient des PME aussi et les chefs d'entreprise. Mais écoutez, si vous avez un patrimoine, c'est qu'ils avaient un peu de blé quelque part. Alors vous dites qu'ils avaient touché l'argent parce qu'ils avaient triché sur la TVA, alors. Parce que nous qui ne trichons pas sur la TVA, on n'a pas de question de patrimoine. Alors, une question. On va revenir à une... On va avancer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... avancé, si effectivement il l'a entendu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce retour en arrière qui semble s'amorcer sur la taxe d'habitation? Je ne sais pas si c'est un retour en arrière. Emmanuel Macron et nous, les députés de la majorité, pendant la campagne électorale, nous sommes engagés à faire en sorte que 80% des Français ne paient plus la taxe d'habitation. Et 20% ça a été voté. Des plus aisés qui continueraient à la payer, voilà. c'est ça? Et ça a été voté. Donc ça, c'est déjà dans la loi. L'annonce de Bruno Le Maire n'est pas une annonce. Et c'est encore... c'est en cours. Et dans les 3 ans qui arrivent, ça sera en cours. Il se dit, et il a été dit par le Conseil constitutionnel, que peut-être cette mesure pourrait être retoquée et en tout cas étendue à l'ensemble des contribuables, ne serait-ce que pour l'égalité des Français devant l'impôt. Principe constitutionnel. Donc, à ce moment-là, le président de la République a dit, effectivement, pourquoi pas, on le regardera, une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé. Alors justement, c'est ça, parce que vous dites que c'est discriminatoire. Complètement. Je crois que c'est un impôt. L'impôt doit être le même pour tout le monde. C'est une question de constitutionnalité, sans doute. Mais
L'égalité Mais devant l'impôt. simplement sur la taxe d'habitation. Je ne sais pas ce qui sera fait, mais il faut déjà dire qu'avec les mesures qui préexistaient, il y avait déjà 5 millions de contribuables qui ne payaient pas la taxe d'habitation. Qui en étaient soit exonérés, soit par rapport à leurs revenus ne payaient pas la taxe d'habitation. Donc les plus pauvres ne la payaient pas, cette taxe. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est d'arrêter de dire les 20% les plus riches. Parce que ça concerne vraiment des contribuables qui sont très loin d'être riches et qui se retrouveraient... en termes de revenus mensuels. Oh, c'est un couple aux alentours de 4 000 euros, il paierait la taxe. Il est dans ces 20%-là. Non, mais ça recouvre des gens Donc qui sont dans des situations moyennes plus, jusqu'à des gens qui sont très très riches. Mais les gens qui sont très très riches, c'est 5% de ces 20%. Oui. Donc ça touche quand même une classe moyenne. Et alors, et donc ça serait une bonne idée que cette exonération de taxe d'habitation soit pour l'ensemble des Français. Pour l'ensemble des Français, très bien. Alors on vient de parler des... Et à titre personnel, je suis pas pour l'idée de le remettre. Juste au-delà, franchement, c'est pas la question de la taxe d'habitation en soi et de ces 20%-là. La vraie question, c'est est-ce que le gouvernement va s'attaquer à une réforme de la fiscalité locale ? Alors, c'est la question de cette émission. C'est ça la vraie question. C'est la vraie question. Mais le gouvernement s'est attaqué à cette question, puisque ça fait depuis 1 an qu'il travaille avec les associations représentantes des moyennes et des grandes villes pour mettre en place une fiscalité locale qui remette un lien entre l'habitant et le lieu dans lequel il vit. Par rapport aux contribuables, on dit souvent que la fiscalité est déséquilibrée, on taxe plus le travail que le capital. Est-ce que cette question d'équilibre de la fiscalité en général va être étudiée par le gouvernement ? C'est pas le même sujet. Alors, il y a plusieurs sujets. Là, on est en train de... Le sujet, c'était la taxe d'habitation. C'est quoi ? Alors, si on sort de la taxe d'habitation, si on retourne, j'allais dire, dans la rue, là où les gilets jaunes, entre autres, parlent de justice, d'équité fiscale. Alors, est-ce que cette réforme peut aller dans ce sens ou pas, Jean-Luc Laglaise ? Bien sûr. Il faut qu'elle aille dans l'efficacité et dans l'équité fiscale. Dans l'équité fiscale. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question de l'État, du rôle de l'État. Qu'est-ce qu'on veut comme État ? Aujourd'hui, on est en France. En France, on a quoi ? On a une santé qui est quasiment gratuite. On a une école qui est quasiment gratuite. On a une police et des secours qui sont quasiment gratuits. Et c'est normal. On va quand même pas payer la police. Pourquoi pas ? Il y a des pays où la police est privée et elle est payée. Voilà. En France, elle est financée, mais elle n'est pas payée pour le conflit. Vous êtes déjà dans un débat sur qu'est-ce qui doit être pris en charge par l'État, qu'est-ce qui ne doit pas être pris en charge par l'État. Donc on en déduit une fiscalité. Et comment on met en place une fiscalité juste ? Qu'est-ce que c'est une fiscalité juste pour vous ? Mais les premiers budgets que vous avez votés, ils ne vont pas franchement dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple les premiers budgets votés par le gouvernement Macron et les députés, au-delà de s'il n'y avait que la suppression de l'ISF, mais il y a aussi le prélèvement forfaitaire unique, par exemple, n'est-ce pas, qui fait que sur les revenus financiers ne sont pas traités comme le sont traités progressivement l'impôt sur le revenu. Et il y a tout un tas de mesures qui ont été prises qui vont dans le sens, qui s'approchent des plus riches, très clairement, et bien peu pour les catégories les plus pauvres. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui à vous. Ce n'est pas que ça la réponse. Ce n'est pas que ça. Une fiscalité c'est juste. Une question. C'est quoi une fiscalité juste ? On n'aura peut-être pas la même réponse. C'est une fiscalité progressive, c'est pas une fiscalité proportionnelle. C'est une fiscalité des droits. C'est des droits directs et pas des droits indirects. C'est pas obligatoirement. Le regard du chef d'entreprise sur cette équité ou ce concept d'équité fiscale et puis ce que doit faire l'État ou pas en termes de fiscalité. Voilà, le problème de... Nous, ce qu'on demande, c'est un système équitable. Et le système équitable, en tant que PME, PMI, il existe dans notre pays. Parce que moi, à chaque fois, j'entends dire les autres pays. Et on prend des autres pays que ceux qui arrangent le gouvernement. Moi, je dis, prenons aussi ce qui n'arrange pas. Par exemple, aux États-Unis, nous avons le Small Business Act, dont je vous ai parlé 50 fois, vous, quand je suis venu, dont ils s'en battent les trucs, vous comprenez ? Il faut le savoir. C'est quoi le Small Business Ça veut dire qu'il y a un régime particulier, fiscal, social et des affaires pour les PME, PMI. Les Américains sont allés ça existe depuis 45 ans. C'est inscrit en Europe, ça s'appelle le Small Business Act européenne. Et maintenant, les Américains vont beaucoup plus loin, ça prouve qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils disent, pensons d'abord petit. Think small first. Ça veut dire qu'on considère effectivement qu'on ne peut pas considérer le PME, PMI qu'on est rendu, que vous explique. Il y a tout un tas de règles dont il faut parler parce que c'est compliqué. On nous impose des systèmes réglementaires maintenant qui sont hallucinants. Mais ce qu'on impose aux grands groupes, on les pose à nous.
Vous voulez par exemple le système de dépollution, que ce soit une grande entreprise ou une petite, ça vaut 100 000 euros. Ils l'amortissent sur 3 milliards d'euros. Nous, il faut amortir 100 000 euros sur 300 000 euros. Oui. C'est ça qui est inéquitable. Il faut un système au niveau équitable. fiscal, au niveau fiscal, on est d'accord. Enfin, je pense qu'on Tu on comprends peut ce que je veux avoir dire. le même raisonnement. Pourquoi? Parce que le problème que connaissent les petites et moyennes entreprises, il est le même que celui que connaissent les petits contribuables. Pourquoi? Parce que les petites et moyennes entreprises, comme les petits et moyens contribuables, c'est ce qu'on appelle des bases immobiles. Donc on sait où ils sont et donc on crée un impôt ou on oriente l'impôt pour aller trouver ces gens qui sont immobiles parce qu'ils ne partiront pas. Alors Oui, que c'est les grands des- c'est groupes, des recettes sûres. comme les gens les plus Voilà, riches, c'est ça. eux, ils sont C'est le mobiles but, et là, ils peuvent, c'est et ils pas peuvent les éviter. fiscaliser, ouais. C'est la même question pour les entreprises que pour les particuliers. La même Donc question. c'est la chasse, effectivement, à l'évasion fiscale. Et vous ne faites Qui- pas qui a- grand-chose sur le sujet. Eh bien, Quelques en- petites mesurettes. C'est l'argument Eh bien, en numéro tout cas, un de la suppression de l'ISF. et en tout cas, c'est quand même le premier gouvernement qui s'y attaque. Ok. Bien, bah écoutez, messieurs, merci d'avoir accepté de débattre avec nous. La fiscalité qui sera au programme du grand débat national qui s'ouvre la semaine prochaine. Et il faut ouvrir tous les volets. Tous les volets, c'est par exemple les niches fiscales. C'est par exemple, est-ce que tout contribuable, tout Français doit contribuer, même ne serait-ce que pour 1 euro. Voilà, c'est tout. C'est comment les entreprises doivent. Voilà, tout est ouvert. Tout est ouvert, donc on continuera à en parler. Je vais remettre nos propositions. Ah, monsieur bah, le allez-y, député. allez-y. Voilà, le débat a Et commencé. le grand débat national, on en parlera la semaine prochaine en direct, juste après le passage d'Emmanuel Macron, qui sera donc jeudi dans le Lot pour y rencontrer notamment les maires. D'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3, Midi-Pyrénées.